Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Oracle et Merveilles. Aujourd'hui, je reçois Florence Albertani, qui n'est pas créatrice d'Oracle, mais auteure, arrête-moi si je me trompe, hein, Florence, pour l'instant, a publié 2 ouvrages. Donc, il y a un recueil de poèmes, donc le poème des tarots, ou les poèmes du tarot, Oui. excuse-moi, Les poèmes du tarot, c'est bien voilà, ça. ainsi que le voyage du mat. Alors, Florence, est-ce que tu pourrais te présenter? Bien sûr, tout à fait. Alors en fait, c'est 3 ouvrages, mais dans le domaine de la spiritualité, c'est bien 2. Donc, je confirme tes propos. Donc, pour faire court, à l'origine, je suis architecte, je le précise quand même, parce que ça a une certaine part d'importance dans mon évolution. Finalement, je me suis tournée en fait vers le monde des énergies après certaines expériences, mais qui ont été rendues possibles parce que justement j'ai été confrontée dans le cadre de mes études à certaines disciplines, je pense notamment à l'histoire de l'architecture, qui m'ont permis de voir à quel point le sacré finalement avait une place dans le monde matériel, dans le monde tangible. Et par la suite, donc, au sortir de mes études, bien plus tard, certaines expériences aussi personnelles m'ont rapproché en fait d'un certain langage, je dirais plus énergétique d'une certaine façon. Et finalement, j'ai démarré à l'origine avec l'astrologie, qui est pour moi la base essentielle des symboles qu'on retrouve dans un certain nombre de sciences ésotériques. Et puis progressivement, j'ai dérivé vers la tarologie et en particulier l'utilisation du tarot de Marseille, qui est devenu un peu ma Bible, entre guillemets, pendant en tout cas un certain nombre d'années. Voilà, j'espère avoir fait un résumé, on va dire, assez précis et exhaustif de mon parcours. Oui, bah écoute, c'est très clair, je te remercie. Du coup, tu parlais des disciplines dans tes études qui t'ont mené Oui. vers ce cheminement-là, à t'ouvrir donc à Mm. l'astrologie, à la tarologie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je dirais il y a 2 choses. Bien sûr, l'histoire à proprement parler, de l'architecture, elle nous confronte, dès l'Antiquité à l'existence de bâtiments, qui, de par leur placement stratégique dans l'espace, révèlent, des éléments, en fait, en lien avec le cosmos. Je pense notamment à l'orientation, astronomique d'un bâtiment, les grandes, civilisations à l'origine, en fait, c'est avant tout de l'architecture religieuse et spirituelle. Donc on a souvent des principes de verticalité qui nous indiquent une communion avec le ciel. Il y a toute une symbolique en fait très riche qui nous connecte en fait à ce monde intangible. Qu'on soit croyant ou non, en tout cas, on devient vite conscient de cette sociologie quand on appréhende cette histoire. Et après, je dirais qu'en parallèle, et ça n'a pas de rapport avec le côté rationnel, mais plus avec justement le côté intuitif, dans mes cours de projet d'architecture, je me suis rendu compte très vite que ce qui permettait de comprendre cette matière, c'était pas tellement le raisonnement. Alors évidemment, on a besoin de logique, mais paradoxalement, en fait, lorsqu'on construit un espace, lorsqu'on le comprend, il y a une sorte de sollicitation de l'intuition, de compréhension presque instinctive, qui, pour moi, est vraiment essentielle. La créativité, finalement, se base sur la sollicitation à la fois du raisonnement et de l'intuition. Et le fait d'avoir compris ça au sein de mes études, ça m'a permis déjà de sortir de ce que moi je qualifie le carcan du mental, la logique pure, qui parfois nous enferme dans des raisonnements, certes peut-être très intéressants d'un point de vue analytique, mais qui vont manquer d'ouverture. Et dans le principe de créativité, je pense qu'il y a justement cette intuition-là, et cette intuition m'a permis par la suite d'aller justement vers le côté beaucoup plus spirituel des choses, puisque s'il y a bien quelque chose qui caractérise la spiritualité, finalement c'est le ressenti. Donc je dirais que c'est vraiment principalement ces 2 disciplines, à la fois l'histoire et d'autres disciplines qui gravitent autour, qui viennent corroborer en fait le lien entre le sacré et l'architecture, et en même temps le projet qui est une éducation au développement de la sensibilité. D'accord.
J'ai fait Non, l'autre, non, hein. pas du tout. C'était intéressant. Après, c'est vrai que je pense qu'on est beaucoup. Moi, quand je pense à l'architecture, je parle à la discipline, hein, aux études. Moi, Mhm. je vois du dessin industriel, je vois des calculs, je vois de, tu vois, j'aurais pas du tout pensé. C'est vrai qu'il y a l'histoire de l'architecture et du coup, Ouais. bah, toute la dimension, bah, effectivement spirituelle, religieuse. Euh, c'est vrai qu'on a tendance à un petit peu l'occulter. Donc non, c'est intéressant ce que tu dis. Et du coup, avec tout ça, alors oui, parce que je sais que tu as aussi étudié le Reiki, enfin les soins énergétiques, toutes ces choses-là. Mm. Qu'est-ce qui t'a porté à vouloir écrire, en fait? Alors l'écriture, déjà, je pense que c'est quelque chose que j'ai un petit peu depuis toute petite. J'ai toujours eu ce paradoxe de détester la lecture. Je vais être très transparente parce que voilà, j'avais un certain nombre de mécanismes, justement, trop liés au raisonnement qui faisaient que j'arrivais pas à lâcher prise dans la lecture. Mais en même temps, j'avais envie d'écrire. Mm. Donc, à un moment donné, évidemment, j'ai dû lire pour pouvoir Oui, écrire. Mais je dirais que d'abord, mon éducation aux mots, elle a été très orale. Moi, j'ai eu la chance d'évoluer dans un environnement voilà, qui était vraiment baigné de littérature, donc ça m'a beaucoup aidée. Et puis, j'avais un petit côté assez introverti. Et pour moi, l'écriture, c'était à la fois me réfugier dans mon monde intérieur, que je trouvais beaucoup plus riche que le monde extérieur, qui avait tendance des fois à m'ennuyer. Voilà, j'étais un peu dans ma bulle. Et c'était l'occasion d'un exutoire, parce que comme tout tempérament introverti, effectivement, j'avais du mal à communiquer ce que je ressentais, et l'écriture, c'était vraiment un biais. Et je dirais que c'est un peu une sorte de fil conducteur pendant longtemps, longtemps, longtemps. Et puis après, voilà, je me dirige vers l'architecture, parce que voilà, ça reste un peu mon objectif aussi depuis longue date. Donc l'écriture, effectivement, ça passe un petit peu à côté. Et puis bah, comme le naturel revient au galop, évidemment, je me suis remis à écrire dans des phases, on va dire, qui ont été à la fois des phases de difficulté, mais en même temps des phases où j'ai senti que les expériences que j'avais pu avoir dans différents domaines bah, pouvaient être exprimées à travers l'écriture. Donc c'est des moments à la fois de difficulté d'épreuve, mais aussi de disponibilité émotionnelle. Parce que pour écrire, certes, il faut du temps, mais il faut aussi une sacrée disponibilité mentale. Et c'est vrai que là, sur ces dernières années, on a eu la phase Covid, on a eu toutes ces phases de confinement, que moi, pour le coup, j'ai relativement bien pareil. vécu par rapport à un grand nombre de personnes, et ça m'a permis bah, de pouvoir me concentrer sur d'autres projets. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que l'écriture a pris une place beaucoup plus importante. D'accord. D'accord. Et donc, tu as commencé par un recueil de poèmes. J'ai commencé par un recueil de poèmes. Alors en vrai, dans ma vraie vie, entre guillemets, j'avais fait des essais de romans, de nouvelles, tout ça que j'ai jamais publié. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que l'écriture, ça m'a jamais vraiment complètement quittée, même si j'ai eu des phases où pendant des années, j'ai pas écrit. Mais j'ai toujours eu cette motivation en toile de fond. Par contre, effectivement, j'ai publié des poèmes en premier lieu parce que la poésie, pour moi, c'est on va dire, un vecteur euh, à la fois d'expression d'une sensibilité personnelle, mais en même temps, justement, par cette expression personnelle, j'ai l'impression de toucher du doigt quelque chose de plus universel. Parce que au final, quand on regarde la philosophie ou même, je sais pas, d'autres sciences entre guillemets qui ont toutefois leur intérêt, hein, au contraire, parce que je suis une grande fan de philosophie, mais ce que je veux dire, c'est que il y a toujours un peu une volonté d'enseigner quelque chose. Dans la poésie, en fait, on ressent quelque chose, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en ressentant quelque chose, on sait qu'on va se connecter aussi avec d'autres sensibilités. Donc j'ai l'impression de remplir deux choses, à la fois l'expression de mon intimité psychique, entre guillemets, même si je ne dévoile pas tout, et en même temps le côté euh, expression d'une communion en fait avec les autres. Et ça, pour moi, c'était essentiel de commencer par ça. Vraiment, la poésie, c'est quelque chose que je trouve de très profond sur le plan spirituel, dans la mesure où on n'est vraiment pas dans un dogme en fait, hein. C'est vraiment une expression très sensible et très humble d'une vérité.
contrairement à de nombreux autres domaines. Oui, je comprends. Donc c'est pour ça que oui, tu as fait donc ces poèmes pour voilà, pour libérer, exprimer quelque chose. C'est bien en fait. Mm. Donc par rapport au tarot, moi ça me plaît bien parce que moi je t'avoue, mon premier amour c'est le tarot. Ah, je me suis Ok. appelée Oracle et Merveille parce que ça sonnait. J'avoue que ça sonnait bien. J'ai cherché, comme je te disais tout à l'heure, un nom qui sonnait bien, mais aussi parce que je voulais parler de divination en général, pas que de tarot. Donc des oracles en général, hein, puisque comme tu le sais, on fait oracle à la base. Un oracle à la base, c'est un moyen de divination, Mhm. quel qu'il soit. Euh, Il y a Mhm. des on dans les entrailles, dans le sang de poulet, des choses comme ça. Enfin, ça a évolué, mais voilà. Moi, j'aime le tarot notamment parce que, bah, contrairement à beaucoup d'oracles que tu trouves sur le marché qui sont, enfin, désolé, hein, je vais unpopular opinion, mais en fait, c'est hyper simpliste, pas du tout recherché. Enfin, ils te mettent une carte, un mot, c'est Ouais. bon. Enfin, c'est une telle, c'est ce qu'on disait avec d'autres, avec des créateurs, c'est une telle surconsommation aujourd'hui que bon, ça a plus vraiment de sens en fait. C'est vrai que le Mm. tarot, euh, il y a tellement de clés de lecture, tellement de Mhm. profondeur, de tout ce qui est euh, bah, d'archétypes de situations, de gens philosophiques, psychologiques, mythologiques, etc. C'est vraiment hyper intéressant et c'est vrai que ça donne beaucoup de possibilités et beaucoup d'opportunités pour en parler et développer des concepts et des choses autour de ça. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est ton autre livre, Le voyage du mat. Mhm. Alors, le voyage du mât, moi je l'appelle mât, mais c'est une question de Oui. prononciation, qui est d'ailleurs l'initiateur de la série, hein, des 22 cartes. Le voyage du mât, en fait, il s'inscrit vraiment dans la continuité des poèmes, puisque les poèmes, bon, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que c'est une sorte d'illustration poétique des cartes. Et l'idée, c'était de reprendre ça, mais sous forme de pièces de théâtre. Alors, pas forcément en retrouvant les personnages tels que je les avais décrits dans les poèmes, mais en tout cas en essayant de raconter leur message à travers des personnages. Et donc dans cette pièce de théâtre, évidemment, le héros, c'est le mât, hein, comme le titre l'indique. L'idée, c'est à la fois de montrer finalement le parcours de ce personnage qui nous montre euh, je dirais d'une certaine façon, on pourrait considérer ça un peu comme une allégorie de la vie. Hein. D'ailleurs, c'est ça le tarot de Marseille. Les différentes cartes, elles représentent des étapes. Et donc, l'histoire de ce personnage, c'est un peu l'histoire d'une existence humaine, certes très particulière, je le reconnais, mais à travers différentes étapes qui sont personnifiées par les différents personnages du tarot. Et finalement, ces deux lectures, en fait, pour moi, ce qu'elles ont d'intéressant, et c'était leur objectif à l'origine, c'est un peu de déconstruire cette vision doctrinaire qui montre le tarot toujours sous un angle divinatoire, seulement et uniquement divinatoire, et puis souvent associé à des mouvements un peu obscurantistes, notamment en France où on a une pensée cartésienne parfois un petit peu restrictive. Et c'est pour moi important justement de montrer que le tarot, aussi bien à travers les poèmes qu'à travers ce voyage d'Uma, c'est aussi des messages. C'est aussi des messages évidemment qu'on peut interpréter différemment, comme tu le disais tout à l'heure, des clés de lecture qui nous amènent à la fois avoir un regard sur soi, parce que parfois il y a des effets miroirs qui sont relativement troublants, et en même temps un regard sur l'humanité, un regard sur finalement des symboles universels aussi, parce que dans le tarot, quoi qu'on en dise, l'origine est un petit peu mystérieuse, mais on retrouve vraiment des symboles universels et on retrouve des histoires qui sont communes à toutes les ethnies, toutes les nations, toutes les histoires. Et c'est ça que je voulais mettre en lumière dans ces deux ouvrages et particulièrement dans Le Voyage d'Uma. Mm. Et pourquoi tu as choisi d'écrire ça sous forme de pièce? Pourquoi la pièce de théâtre? Alors déjà parce que je faisais du théâtre à l'époque et que j'en fais à mes heures perdues. Donc c'est forcément aussi un sujet une discipline qui m'inspire. Je voulais aussi me confronter un petit peu à la difficulté de ce type d'écriture.
parce que naturellement, j'étais plutôt portée vers les nouvelles, vers les romans. Et je me suis dit que si je commençais, entre guillemets, à publier quelque chose qui me permettait de me confronter à certaines difficultés d'écriture, bah, peut-être que ça serait une petite victoire qui me permettrait après d'aller vers un autre style littéraire. Donc je dirais qu'il y avait à la fois l'envie d'imaginer, de me représenter un espace aussi différent de lecture, peut-être entraîner aussi le lecteur vers un univers qui lui parlerait plus. Bon, il y a des gens qui se projettent plus dans le roman, après c'est aussi une question très personnelle. Et puis encore une fois, j'imaginais ça comme quelque chose qui serait peut-être beaucoup plus laborieux et j'avais vraiment envie de me mettre en difficulté, de tester quelque chose d'un petit peu différent. Oui, je comprends. Mais alors du coup, après avoir un petit peu retourné les lames sous tous les sens, euh, Oui. si tu devais, si tu devais te définir par une lame, quelle est la lame que tu choisirais? Oh là là, bonne question, bonne question. Alors moi, quand j'ai fait des tirages, j'ai eu des cartes qui sont revenues souvent. Mais je dirais comme ça instinctivement que je me sens un peu tiraillée entre deux énergies, voire trois. Mais je ressens beaucoup l'énergie de la papesse, qui, pour faire court, s'incarne quand même à travers des traits spirituels, hein, puisque c'est la carte par excellence de la méditation, la spiritualité. C'est la gardienne des, de la spiritualité sacrée, la papesse, pour ceux qui ne savent pas. Donc forcément, elle fait un certain écho en moi. Après, je me projette aussi plutôt dans la carte de la force par justement cette connexion pour moi assez subtile qu'il existe entre la partie instinctive du personnage et en même temps sa capacité à dominer son instinct, puisque la force, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas une carte qui va faire usage de la force à tout prix. La carte de la force, c'est vraiment une carte qui va nous parler de sa capacité à se dominer, en fait, à se contrôler. Et c'est vrai que pour le meilleur et pour le pire, ça a tendance à me parler parce que même si voilà, je fais de la méditation, je suis adepte de ça, si je me suis tournée aussi vers ces disciplines, cet art de vivre, c'est aussi parce qu'à l'origine, j'avais une petite difficulté à lâcher prise. Souvent, on va vers ce qui nous permet de nous transcender. Et donc, de fait, la force pourrait me correspondre parce que je vois son énergie de contrôle. Alors, dans le bon sens, parce que c'est aussi la résilience et une certaine forme de sagesse intime, mais aussi parfois dans un sens qui est beaucoup plus gênant, puisque ça va se traduire par une difficulté finalement à être en harmonie, aussi bien avec soi qu'avec les autres. Donc j'avoue, j'ai pas répondu de manière tranchée, mais c'est un peu difficile parce que j'ai l'impression aujourd'hui avec l'âge, je fais des longues réponses, hein, des digressions peut-être, mais j'ai du mal en fait à m'associer à une personnalité type. C'est-à-dire je sens que je me découvre des facettes différentes, donc peut-être un jour je répondrai une autre carte. Mais là, en tout cas, c'est ce qui me vient à C'est l'esprit. possible. Et alors dis-moi, ta lame Oui, préférée? bah, le soleil, Ouais. naturellement. Et celle que t'aimes pas? Le soleil. Il y en a plusieurs quand même. Alors, j'avoue, bah, celle que j'aime vraiment pas avoir, il y en a deux quand même. Mais alors, je vais te faire plaisir, je vais répondre une carte. Mhm. Donc, je vais dire le pendu, parce que le Oh, pendu, quand même, oui, indique du labeur en perspective et du c'est temps. vrai. Et du temps. Et on peut dire que c'est une carte que j'ai souvent tirée. Et elle est riche d'enseignements, mais elle est douloureuse Moi à aussi, je vivre, l'aime quoi qu'il en pas. soit. Et pourtant, c'est aussi une carte de création, c'est de la création, enfin, la Ah oui, gestation, de la créativité, mais tout le processus créatif. Mais c'est vrai que souvent, quand tu la tires, généralement dans un tirage, c'est pas si fou, quoi. non, c'est pas ce qu'il faut. Alors après, sur un sujet très spirituel, ça peut être bien. Mais c'est vrai que dans le cadre d'une perspective beaucoup plus matérielle, ça devient plus Voilà. compliqué, Voilà, non. effectivement. Et on le sent, on la sent On va passer. être honnête, en gros, quand elle arrive dans un tirage, alors sauf à dire, est-ce que je vais réussir à créer ce que je veux? Ou là, on peut vous dire, oui, tu vas réussir, mais il va falloir que tu penses ton projet. Généralement, clairement, parce que moi, je fais beaucoup de tirages.
celle-là, quand on la voit, on doit pas rien laisser transparaître devant les gens, mais moi, quand je la vois, celle-là, je suis là, oh merde. Oui, je suis d'accord, je suis Oh d'accord. oh. Non, Alors, non, pour mais peu j'ai qu'on en ait d'autres avec, oh, ouais, la maison Dieu. ouais, je suis d'accord. Elle est pas très Non. rassurante. Alors, surtout que moi, mon jeu préféré de tarot, c'est le premier que j'ai utilisé, c'est le tarot mythique, qui n'est plus édité, que OK, j'adore. Donc, il se sert de figures de la mythologie grecque. Et notamment d'accord. pour les mineurs, c'est des histoires en fait. Il y a le Psyché et Eros pour les coupes, Jason et la Toison d'Or pour les bâtons, enfin voilà. Et chez moi, en Mmh. fait, le eh bien, le pendu c'est Prométhée, le pauvre. Ah oui, d'accord. Ah, mais c'est intéressant parce que du coup, il y a vraiment une Ah ouais. correspondance Ce tarot, efficace tout de suite en termes de il a une compréhension pour ceux lecture qui parce que l'ont du pu coup le c'est un lire. Rider-Waite, hein, c'est pas un Ouais. Marseille classique. Oui, c'est ça. Mais C'est ça, par c'est contre, ça. moi j'adore D'accord. le fait que parce que même dans les Rider-Waite, souvent dans les coupes, en fait, t'as juste un dessin hyper basique et tu comprends pas. Et Mm. faudra que je fasse un sujet là-dessus d'ailleurs. Je pourrais t'envoyer aussi des photos. Je Mm. pourrais en mettre sur ma page aussi pour ceux que Mm. ça intéresse. Et en fait, vraiment, dans les mineurs, tu as vraiment l'histoire qui se déroule, quoi. Ok, Et du coup, ok, ok. Donc oui, là, pour le coup, c'est c'est beaucoup plus intéressant. facile en plus pour l'apprentissage des mineurs parce que c'est vrai que bon, j'avoue, on peut faire tellement de choses avec les majeurs que moi j'ai un peu entre guillemets laissé de côté les mineurs. Je les connais, hein, mais je veux dire, j'arrive tellement à faire des tirages approfondis qu'avec les arcanes majeures. C'est un peu la facilité. Mais c'est vrai que ce Mm. jeu-là, vraiment, je l'adore. Et c'est sûr que quand tu vois ce pauvre type pendu par un pied avec l'oiseau qui vient lui becqueter l'estomac, ouais, c'est pas. Non, mais en tout cas, c'est intéressant parce que ça permet aussi pour les personnes qui sont complètement non initiées, débutantes, de réussir à mieux comprendre l'histoire, à mieux Ah ouais, ouais, non, s'immerger. c'est vraiment, voilà. Et c'est vrai que bah, le dessin, parce que il y a le côté symbolique, mais les illustrations, quand elles sont faites correctement, pourquoi tout à l'heure je critiquais le manque de recherche. Quand ton illustration, elle, euh, elle est vraiment en adéquation avec le symbolisme de la carte, ce qu'elle est censée représenter, forcément, pour l'interprétation et l'appel à l'intuition, c'est beaucoup plus simple. Oui, oui, bien sûr. Mm. Ouais, non, je suis totalement d'accord. D'accord. Comme je disais, effectivement, par rapport bah, aux cartes, donc l'importance de réfléchir quand on crée un jeu, c'est que c'est important que l'illustration de la carte soit vraiment raccord à la signification de la carte. Sinon, c'est Mm. difficile d'interpréter et Mm. de faire appel à son intuition parce qu'on Mm. on peut Mm. pas faire une interprétation d'un tirage en s'en référant qu'à un bouquin, quoi. Un référentiel, c'est pas possible. Ouais. C'est, Mm. un tirage, il raconte une histoire, donc il faut être capable de raconter l'histoire. Mm. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec cette vision et moi c'est justement parce que j'ai eu ce dialogue rendu possible par les images dès le début, déjà en commençant avec les lames majeures, que j'ai pu effectivement commencer à développer mon intuition. Sans le visuel, sans l'esthétique de la symbolique, je pense que j'aurais été dans l'incapacité de développer mon ressenti et d'analyser les choses de manière Ouais. logique. Donc effectivement, après évidemment, je pense que ça dépend aussi beaucoup du degré de clairvoyance, mais la plupart des personnes qui utilisent des oracles, en fait, que ce soit oracle de Marseille ou autre, enfin le tarot de Marseille ou autre, ce sont souvent des personnes quand même qui sont équilibrées dans leur rapport intuition et Mm. analyse. Donc on a besoin de matière. Oui. Donc c'est vrai Ouais. que c'est là-dessus je te rejoins à 100%. C'est une chose qui est importante puisqu'on a besoin d'être Oui. guidé en fait à travers une Oui. symbolique précise et puis quelque chose aussi qui nous Oui. parle aussi à nous en tant qu'être Et de sensible. pouvoir s'approprier une lame, parce que moi, par exemple, le pendu, alors c'est pas quand tu ouvres les bouquins, le pendu, c'est pas dans cette définition, mais pour moi, par exemple, pour moi, le pendu annonce une grossesse. Oui. Parce que pour moi, la corde, c'est le cordon Ouais. ombilical, enfin, tu vois. Ouais. Comme ça parle quand Ouais. même de gestation, alors non, c'est une gestation, on va dire, plus créatrice, intellectuelle et ça, mais c'est quand même une gestation.
Pour moi, voilà. Pour moi, si on, voilà. Quand bon, après c'est pas quelque chose que je fais comme métier parce qu'en tant que métier, je ne pourrais pas le faire, ça, aborder ce sujet-là. Mais moi, je sais que Mhm. quand j'ai des copines qui m'ont demandé est-ce que je vais tomber enceinte, généralement, comme on disait, quand moi je vois cette lame, je fais oh oh, oups. Mais là, par contre, par rapport aux grossesses, non, pas du tout. Oui, et puis je pense en plus que ça dépend aussi de ce que nous, on va Ouais. projeter comme symbole. Parce que j'ai eu l'impression, avec le tarot très vite, que les cartes évoluaient en fonction de mon Mm. association que je faisais avec le Ouais. symbole. À partir du moment où à chaque fois j'entendais une nouvelle réponse sur quelque chose. Un jour, je suis tombée sur une interprétation qui montrait que le pendu, dans le cas d'un tirage sentimental, ça pouvait être un amour sacrificiel, ça peut être tomber amoureux. En fait, il y a plein d'interprétations. Et bien, de fait, après, ça vient enrichir le lexique des possibilités et de fait, un jeu qui autrefois nous aurait dit, nous aurait exprimé l'amour entre guillemets avec le soleil, à partir du moment où on a entendu cette nouvelle symbolique, on l'intègre. Mm. Donc c'est intéressant parce que ça permet de comprendre finalement qu'il y a vraiment une sorte de lien presque physique entre ce que notre cerveau intègre et les Mm. cartes. C'est assez impressionnant de voir le dialogue en fait qui se met en place entre Bah l'un et oui, l'autre. Et même quand on est cartésien, ce que je suis à l'origine, on peut pas bah y ça, c'est- résister. C'est très non, c'est impressionnant, sûr. vraiment. Après, voilà, hein, c'est des archétypes, les cartes. C'est des archétypes de gens, de Mm. situations. euh, et c'est pour ça que ça tombe, enfin, qu'on peut arriver à faire des choses, des tirages très parlants et que ça tombe dans le mille. C'est parce que c'est pas quelque chose, entre guillemets, c'est pas quelque chose de perché, quoi, de tiré par les cheveux. Ça décrit des gens, des situations, de la vie de tous les jours, en fait. Mm. 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 Oui, c'est bien ça aussi qui nous permet de nous le ramener à une réalité concrète et puis en même temps de finalement d'intéresser aussi un public beaucoup plus large. On se rend compte que, notamment là, depuis les dernières crises qu'on a traversées, il y a un peu un regain de la Ouais. spiritualité. Les gens se tournent de plus en plus vers les tirages de cartes, Ouais. finalement pour répondre à des problématiques de leur vie Ouais. quotidienne. Donc il y a aussi quelque chose de très concret. Hein. Le tarot, la plupart du temps, il n'est pas utilisé pour mettre en place des connexions avec Non. Dieu ou heureusement, Ouais. malheureusement, hein, ça dépend comment on voit les Après, choses, mais c'est avant tout un outil pour répondre à des problématiques qui sont, entre guillemets, et ça n'a rien de péjoratif, bassement matérielles. ouais. Donc oui, comme tu dis, on est vraiment dans la figuration de choses très Oui. ordinaires, pour moi, hein, avant Après, tout. moi, tu vois, j'ai du mal avec enfin, le terme spiritualité parce que de nos jours, c'est très galvaudé. Et c'est un Je suis faux-cul pas bien d'accord. possible. Parce que pour moi, les cartes, par exemple, c'est pas de la spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est ce qui a attrait à l'âme. Mm. Et voilà, quand je vois des gens, oui, je suis dans la spiritualité, je tire les cartes. Maintenant, il suffit pas de tirer les cartes pour être dans la spiritualité. Mm. C'est des gros raccourcis, Je suis mais bien d'accord. voilà, c'est compliqué. Mais c'est vrai que il y en a qui cherchent le côté religieux. Enfin, bon, même si techniquement la religion interdit. Oui, alors au sens strict. Après, on peut avoir une Ouais, approche ouais. justement qui est un Divulgation. petit peu art Oui, religieuse. enfin Hein. bon, d'un côté, on dit ça, mais il y a des devins dans la Bible. Il y a Ouais. des voyants. Et puis Jésus a ressuscité. Enfin, Mm. voilà, dans la spiritualité, ce qui a trait à l'âme, il y a aussi le concept de réincarnation, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Enfin, Jésus, entre guillemets, enfin, même s'il change pas de corps, il revient sur Terre. Enfin, Mm. voilà, Mm. c'est quand Mm. même, ça me fait Mm. quand même penser au principe de la réincarnation. Puis il revient sur Terre en plus pour expier les péchés. Alors là, c'est pas les siens, hein, c'est ceux de l'humanité tout entière, mais quand on voit Mm. enfin, de ce qui est dit de la réincarnation, que tu reviens en gros pour apprendre de Mm. tes erreurs, continuer ton expérience, ton expérimentation de la vie, des problèmes de la vie. Non, parce que non, le karma, c'est pas juste ça te revient en pleine figure, ça j'arrête pas de le lire aussi, ça m'énerve. Non, le karma, c'est la somme de toutes Mm. les expériences. Donc forcément, bah, à un Mm. moment, tu vas te trouver à faire l'expérience de faire une chose, et à un autre moment, eh bien, tu Mm. seras dans l'expérience de, entre guillemets, recevoir ou devoir assumer les conséquences bah, d'avoir fait cette chose, ou peut-être d'en être victime. Enfin, voilà, c'est ça. Mais c'est pas juste un retour de bâton, le karma. Les gens, parce
Vraiment, mm, j'en peux plus de dire ça, c'est le mm, karma. Non, c'est pas le karma, c'est la vie. La vie, c'est comme une roue, mm, ça tourne. mm, Un moment, t'es en mm. haut, un moment, t'es Ouais. en bas, Mm. un moment, t'es au milieu. Enfin, voilà. Mmh. Mmh. Et puis c'est intéressant aussi cette loi de cause à effet, pour rebondir sur ce que tu dis, parce que je suis vraiment d'accord, c'est qu'au final, elle peut autant parler à des scientifiques cartésiens, même athées, que des êtres qui ont la foi, parce que fondamentalement, c'est très logique, c'est la loi de la causalité. Tout a un coût, tout engendre en fait des Ouais. conséquences et la loi du karma c'est la loi de l'effet domino en fait et sur des choses et c'est là où c'est beaucoup plus difficile à l'échelle de notre âme incarnée sur un plan terrestre dans le cadre d'une vie c'est qu'en fait c'est aussi sur la somme de choses qui nous dépassent et qui viennent de très Mhm. loin et c'est là où c'est lourd à porter et que ça peut être ressenti comme en effet quelque chose de punitif même si c'est absolument pas l'idée mais c'est lourd Mhm. le karma. Ça, il faut le reconnaître. C'est lourd à porter parce que c'est pas toujours quelque chose de pleinement Ouais. conscient et Pour moi, c'est accepté. des leçons de la vie. Mais je suis d'accord là-dessus, C'est en les effet. leçons de la vie, en fait. Oui. Bah, c'est ça qui fait qu'elle devient intéressante. Difficile, mais intéressante aussi. Mais c'est sûr que tout choix qu'on fait a des conséquences. Mm. Donc ça, forcément qu'à un moment donné, quand on fait quelque chose, enfin, ça va nous retomber, enfin, ça nous retombera dessus en bien ou en mal. Bien ou mal, Mais ouais. ça nous Mm, retombera dessus. Donc oui, c'est ça en fait. Mais du coup, ouais, je trouvais ça intéressant là que tu abordes bah, du coup la rencontre avec chaque arcane pour dévoiler, enfin chaque mm. arcane. Je trouve ça très très intéressant. Puis surtout, ce qui est bien, c'est que j'ai vu que tu n'es pas auto-publié. J'ai vu que tu as été publié. Oui, 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 oui. J'ai été publiée. Exactement. Bah, en fait, c'est un monde que j'ai découvert qui est assez complexe parce que entre l'autopublication, les comptes d'éditeurs, les comptes d'auteurs, bref, c'est un univers. Mais effectivement, je tenais à ça, pas par snobisme ou par, mais parce que j'avais envie aussi de me mesurer aussi au point de Mhm. vue de quelqu'un qui pouvait être sachant dans le domaine et qui pouvait être capable aussi de me valider sur le plan littéraire. Donc oui, c'était important pour moi de passer par ce cheminement-là. Et évidemment, c'était une grande satisfaction quand ça m'est arrivé. J'étais vraiment super contente parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est vrai que les réponses des éditeurs pleuvaient. Enfin bref, c'était compliqué même parce que j'ai dû faire un T'as eu choix beaucoup entre de, plusieurs t'as eu beaucoup de éditions. réponses positives? Et bah franchement, alors je crois que celui qui a le plus de succès, c'est les poèmes. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. J'ai eu un nombre de réponses, c'était incroyable, vraiment. Donc après, je me suis dit, est-ce que c'est la chance du débutant? Vraiment. Mais au début, c'est vrai qu'il y avait une sorte de facilité. Bon, après, je pense que j'étais aussi engagée avec beaucoup d'enthousiasme. Et là, je vais faire allusion à la loi de l'attraction. Mais c'est vrai que je pense que quand on s'engage vers une voie entre guillemets spirituelle, parce que je suis d'accord que le terme spirituel revêt tellement de connotations, y compris péjoratives, que je veux pas faire de confusion. Mais c'est vrai que je tiens quand même à avoir un mode de vie, on va dire, qui est basé sur certains principes, de m'y tenir. Et pour moi, la spiritualité, entre guillemets, c'est une forme de sagesse. Ouais. Hein, c'est vraiment ni plus ni moins ça. Donc, je pense qu'il y a ce truc où on s'aligne avec beaucoup plus de facilité vers ce qu'on désire faire, vers ce dont on a besoin. Et c'est vrai que bah, ces phases d'expression, d'écriture, de publication, ça a été très fluide. Et je pense que bah, c'est une chose aussi que j'avais un peu anticipée parce que j'en avais tellement l'envie, tellement le désir que je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible que ça Ouais. fonctionne pas. Donc oui, effectivement, il y a eu cette petite consécration parce que en fait, ça reste de la poésie, que la poésie, ça reste un sujet quand même qui est relativement Ouais. marginal. Et puis en plus, on est dans une niche, donc c'est sûr que le tarot, ça n'intéresse pas tout le monde en France. Donc voilà. Non, c'est sûr, mais bon, c'est bien, c'est vrai quand même que c'est bien d'avoir eu plusieurs réponses positives quand même dès le premier coup. Ouais, C'est ouais, ouais. gratifiant Mais quand après, je même. pense que c'est aussi peut-être aussi une question d'opportunité et encore une fois bah là je vais faire appel au karma je sais que il y a des domaines où j'ai pas cette chance mais c'est vrai que au niveau socio-professionnel je vais résumer au niveau relationnel c'est vrai que j'ai toujours eu
on va dire, une certaine confluence d'énergie favorable, où tout a été facilité. Mon premier emploi, je, je l'ai eu presque en 24 heures, quoi. Enfin, c'est assez fluide. On parlait tout à l'heure de loi de cause à effet, mais je pense qu'il y a des retours sur des choses. Donc, bon, mon expérience n'est pas forcément révélatrice de la facilité, parce que je sais qu'il y a des gens qui mettent des années et des années et des années. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. En tout cas, c'est vrai que la publication, c'est aussi, au-delà du fait que ça peut être une petite consécration, c'est intéressant aussi parce que ça permet de conquérir aussi un public un petit peu plus large que celui de sa famille, qui souvent est bien dans l'affect pour évaluer les choses. Donc, c'est vraiment pour moi l'occasion de me faire violence aussi, parce que c'est pas évident aussi d'encaisser le point de vue des gens. On peut très bien plaire comme on peut ne pas plaire. Donc c'est vraiment un engagement qui est pas toujours Surtout évident. à l'ère des réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure. Surtout à l'ère des réseaux sociaux. Après, j'ai encore une fois la chance, à part bon, le piratage dont je parlais, qui m'est arrivé il y a pas très très longtemps. Globalement, avec l'expérience, voilà, j'ai appris à me taire dans les moments où j'avais tendance à intervenir. Je reste discrète, je reste la plus indépendante possible, et j'essaye, quand je sens qu'il y a un truc qui est pas net dans une interaction, bah je fais un truc un petit peu entre guillemets qui est pas forcément toujours bien perçu, mais quand il y a vraiment une interaction qui est très agressive dans mes contacts, je bloque la personne. Hein, je vais jusque là. Je veux dire, je reste pas liée à quelqu'un qui risque de me nuire. Je préfère vraiment trier beaucoup quand je sens qu'il y a ne serait-ce qu'une once de choses qui pourraient nous amener à déraper dans la relation. Je suis très vite dans l'anticipation là-dessus, parce que j'ai eu des expériences par le passé où, oui, effectivement, j'ai été confrontée à cette agressivité. Donc, je sais que ça peut être radical. Comme tu le sais, voilà. Après, bon, moi, j'ai pas eu vraiment encore besoin de bloquer beaucoup de gens. Par contre, sur ma page, il y a beaucoup de brouteurs, quoi. Et de gens qui viennent faire leur marché aussi, pour essayer de s'occuper. Ouais, Pourtant, je suis une petite page, hein. Et j'ai dû bloquer beaucoup de gens à cause de ça, et aussi par de prévenir que, attention, moi, je ne suis pas une professionnelle dans le sens où j'en fais pas un métier. Mais un vrai professionnel, il vient pas te démarcher comme ça sur la page de quelqu'un d'autre, hein. Voilà. Au pire, voilà, il se fait ses médias sociaux, il cherche à se faire une certaine renommée, etc. Donc, faut vraiment faire attention. Voilà. Il y a à boire et à manger, faut vraiment être prudent. Moi, ça, j'arrête pas de le répéter, même dans tous les podcasts, parce que c'est quand même un milieu où t'as quand même aussi beaucoup d'escrocs. Donc, pour l'instant, je suis très axée sur les créateurs d'oracles, les auteurs, enfin, vraiment. Mais je pense que je vais aussi faire des sujets là-dessus parce que je vois des choses, voilà. Moi, il y a des gens dont je me suis écartée parce que, pour moi, clairement, enfin, ils prenaient les gens pour des imbéciles, pour pas dire autre chose. Donc c'est vrai que je suis pareil que toi. Moi, je vais vers les gens que je sens, et ceux que je sens pas, ben, mais faut vraiment faire attention dans cette société. Et les réseaux sociaux, c'est à la fois quelque chose de formidable, et Internet quelque chose de formidable, mais quelque chose de terrible. Ah oui, oui, c'est un outil qui est extrêmement pervers. Ouais. Et puis c'est compliqué aussi, voilà, quand on a un tempérament un peu enflammé et qu'on a un petit peu de mal avec ce qui n'est pas juste et ce qui n'est pas. Je suis bélier. Ah bah voilà, bah j'ai aussi du bélier dans mon thème. C'est pas mon signe, mais j'ai mon signe lunaire en bélier, donc je comprends très bien. C'est le genre de truc où, enfin, je pense que c'est compliqué de réussir à maîtriser sa sensibilité dans certaines situations, parce que c'est tellement injuste qu'on a envie de réagir. Mais je dirais qu'avec l'âge, oui, j'ai appris à dompter et à sentir et à ne pas aller dans les situations que j'évaluais comme étant des situations à risque. Parce que voilà, je suis un peu moins maso que je l'étais par le passé. Mais c'est vrai que c'est très très spécial. Et puis il y a cette espèce de paradoxe aussi. Je me permets de rebondir sur ce que tu disais, sur le fait que c'est à la fois très bien et malsain, où à la fois on a beaucoup de malveillance, mais en même temps il y a cette nouvelle religion de la bienveillance entre guillemets, pour le meilleur et pour le pire.
Donc du coup, parfois, c'est très schizophrénique. Alors en même temps, ça crée un Mmh. équilibre. Mais au nom de cette bienveillance, des fois, c'est marrant parce qu'il y a aussi des choses qui se mettent en place qui sont De la pas bienveillantes. maltraitance. Donc en fait, au final, quand on Ouais, creuse, où est la vraie bienveillance? En fait, je me méfie toujours de ce discours oui. d'ailleurs, de cette espèce de nouvelle idéologie qui se met en place, qu'on peut tout à fait comprendre, parce que dans un monde où il y a beaucoup de malveillance, c'est sûr que c'est normal que les gens aspirent à cette bienveillance. Le problème, c'est que c'est souvent un discours. Donc dans les réseaux, même quand il y a ces mots, j'ai un signal qui se met en place et je me dis oui, mais est-ce que c'est vraiment une politique qui est mise en Ouais. place ou c'est juste des mots qui viennent nous dissimuler finalement un comportement qui n'est pas du Ouais, tout en ouais. Moi, phase avec ce qui est moi, dit. ma conviction profonde, c'est que c'est comme les frites McCain, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on mange le plus. Pour moi, quelqu'un qui n'arrête pas de dire qu'il est bienveillant, machin, enfin, si tu l'es, t'as pas besoin de le dire, en fait. Ouais, 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 ouais. Mais je pense que c'est aussi une sorte de nouvelle religion, entre guillemets, c'est un nouveau dogme. Et du coup, on est presque contraint de le mettre, de le préciser quand on fait un retour sur quelque chose. C'est avec bienveillance, Mhm. naturellement. C'est devenu une sorte C'est comme d'automatisme. Et les namastés. ça devrait être une évidence en même temps, j'ai Ouais, bah, envie de c'est dire. comme ceux qui marquent namasté, toutes les phrases, là. Alors, je sais plus quoi C'est encore. ça. Enfin bon, c'est oui. C'est Mm. vrai que c'est pas facile tout ça. Et effectivement, comme tu le dis, c'est un nouveau mode de pensée. Enfin, c'est ce que j'appellerais entre guillemets le nouveau New Age. Parce que le New Age, c'est comme la spiritualité, c'est C'est ça. hyper galvaudé comme terme. À la base, le New Age est un courant Mm. philosophique et religieux. Euh, voilà. Aujourd'hui, on fout tout sous le New Age, enfin sous le couvert du New Age, hein. Mais moi, c'est tiré. Mm. Mm. Ouais. Exactement, exactement. Et puis je pense que oui, il y a une sorte de récupération, Ouais. d'instrumentalisation. On confond le développement personnel avec la Déjà. spiritualité déjà, alors que les religions entre guillemets qui sont empreintes de spiritualité sont des courants de pensée en fait où il y a une acceptation de notre karma. On peut travailler sur cette acceptation, mais il n'y a pas cette idée de ce qu'on appelle la Non. création. Aujourd'hui, la plupart des réseaux nous parlent de pouvoir, de capacité à changer des choses par Oui. soi-même, de transcendance de son existence, par l'exaltation de son libre arbitre, et j'en passe et des meilleurs, etc. Et en fait, on se retrouve dans quelque chose qui est commercial et qui est absolument C'est pas du faux, tout en fait, qui va spirituel. complètement à l'encontre de la sagesse. Et ça va dans le sens du consumérisme, ça va dans le sens peut-être de cette utopie, du bonheur que les gens veulent avoir dans leur vie. Et on peut le comprendre parce que c'est légitime, surtout dans un contexte de société qui est difficile. Mais c'est dommage parce qu'en fait, c'est justement pas ça. La spiritualité. Donc effectivement, moi quand je parle de spiritualité, je ne le vois pas comme ça, mais je fais toujours Oui. attention effectivement parce que je sais que ça va être compris souvent par 90% des gens comme quelque chose qui pousse au repli, à Oui. l'intéressement, où on se concentre uniquement sur son développement Oui. personnel. Et moi, c'est pas du tout ma vision à Oui, titre oui, oui. personnel. Vraiment, je vois pas du Et tout est-ce ça que comme ça. tu penses que du coup, ton livre, donc qui parle du voyage d'Uma, est-ce que pour Ouais. toi, c'était aussi un moyen de remettre un petit peu l'église au milieu du village par rapport à ça? Alors, l'église au milieu du village, je dirais que c'est une façon de montrer que, au final, l'acte de croyance, je dirais pour moi, et ça c'est un point de vue philosophique, il est au centre de tout. C'est un peu le message en fait, parce que je pense que de toute façon, quoi qu'il en soit, l'individu a besoin de croire. Pas forcément en Dieu, mais de croire en quelque chose, croire en lui, croire en sa force. En fait, à un certain niveau, on est dans la croyance de quelque chose. Quand moi je vais souscrire à une certitude scientifique, je n'ai pas la compétence de valider ou non dans quelle mesure c'est vrai. À un moment donné, je m'en remets à une foi. Quand quelqu'un me dit qu'il m'aime ou me déteste, je me remets à une sorte de confiance. Et c'est un peu le message en fait de ce livre. Enfin, je veux pas le spoiler, mais ce que j'essaie de mettre en avant, c'est l'importance de la confiance et de l'assumer en tant que telle, parce que je pense qu'on est arrivé à un carrefour où les gens s'entre-déchirent avec leurs convictions. Et ça, c'est un problème parce que on a tous des convictions, mais le tout, c'est d'assumer
cette conviction. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de certitudes là où il ne devrait pas y avoir de certitude. Et effectivement, c'est un plaidoyer pour le lâcher-prise envers la foi, mais la foi au sens très large. Et pourquoi pas la foi envers le sacré, oui, mais j'ai pas cette vision de vouloir faire l'éloge ou l'apologie de la religion. Déjà, je pense qu'à chaque fois que la religion a progressé, malheureusement, la spiritualité a régressé aussi. Je fais une grande généralité, bien sûr, hein. Et je pense que pour moi, c'est une affaire privée. Donc, je ne veux pas faire un discours doctrinaire sur l'importance de la foi, sur le fait que Dieu existe. Mais je pense que c'est important que la société prenne conscience que, à l'origine, elle est dans un acte de foi, de manière à ce qu'il y ait plus de tolérance, parce que je trouve qu'il y a dans les discours une intolérance entre les croyants et les athées, alors qu'ils ont tous un postulat de départ qui se base sur une croyance. Et c'est juste ça, en fait, que je veux mettre en lumière. C'est qu'au final, à un moment donné, c'est une croyance en quelque chose qu'on ressent avec notre corps, avec notre intuition. Peut-être qu'on se trompe, peut-être pas. Mais au final, qui peut avoir la prétention de dire que c'est vrai ou pas vrai? Et c'est vraiment un peu ce plaidoyer, entre guillemets, dans ce livre. Le reste, pour moi, c'est très personnel. D'accord. Écoute, je te remercie pour cet éclaircissement. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui ont envie de se faire éditer? Alors, je dirais que déjà, dans un premier temps, c'est très important pour la personne, déjà, d'aboutir son écriture et peut-être, parce que j'en ai subi les conséquences, de bien, bien se relire avant d'envoyer un ouvrage. Parce qu'on ne peut pas toujours compter sur les maisons d'édition pour les corrections et parfois il y a même des réappropriations, donc il faut être un petit peu vigilant à ce niveau-là. Je ne parle pas pour un livre en particulier, mais j'ai eu des expériences en dehors même de ces ouvrages spirituels où des fois, oui, j'ai observé des choses qui avaient été reprises, qui correspondaient pas tout à fait à la réalité de ce que j'avais écrit. Donc il faut faire très attention avec les maisons d'édition, surtout les petites maisons d'édition, parce qu'elles n'ont pas toujours le temps, les moyens financiers qui leur permettent d'avoir le temps et d'avoir le staff qui va vraiment, entre guillemets, s'appesantir là-dessus. Donc déjà, aller au bout de sa lecture, quitte à se faire aider, même parfois dans certains cas, aider. Je fais pas allusion effectivement au fait qu'on n'est pas forcément en capacité d'écrire, mais des fois il y a des petites choses qui peuvent nous échapper. Et puis je dirais, une fois que évidemment on est à peu près sûr que son ouvrage est à peu près cohérent, je dirais qu'il faut essayer déjà de bien définir si on est dans une logique d'investissement ou pas. Parce que je précise, il y a des maisons d'édition qui fonctionnent avec un engagement financier. C'est ce qu'on appelle les maisons à compte d'auteur. Et puis celles qui sont à compte d'éditeur qui ne fonctionnent pas avec cet engagement-là. Moi, j'ai choisi la troisième option parce que effectivement, je pouvais pas me permettre financièrement. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus sélectif. Donc, il faut un peu plus s'armer de patience. Et je dirais que pour être sûr, évidemment, peut-être d'avoir une chance, c'est d'aller vers des petites maisons d'édition qui vont être moins frileuses vis-à-vis d'un auteur qui est inconnu et peut-être aussi ciblées vis-à-vis de la sensibilité, tout simplement. Si par exemple on écrit de la fiction, on écrit du fantastique, peut-être aller vers ces maisons d'édition-là. Si vous allez vers un truc complètement généraliste, en fait vous allez rentrer dans un truc où vous allez avoir plus de concurrence. Donc il faut essayer aussi peut-être de sélectionner en fonction de la sensibilité de la maison d'édition. Après, je dirais une fois que tous ces paramètres sont réunis, en principe, ça doit marcher. Et avoir confiance, bien sûr. Mais ça, je pense que je l'ai déjà exprimé d'une façon ou d'une autre. Et alors, est-ce que tu as des projets à venir? Alors, des projets Oui, d'écriture de publication. Alors oui, projet d'écriture, de publication, parce que quand j'ai publié des nouvelles, donc l'année dernière, j'avais en fait encore l'équivalent d'une dizaine de nouvelles, mais j'avais pris le parti de les diviser en deux. Donc en l'occurrence, j'ai ce projet donc de publication de la suite de ces nouvelles. Donc c'était les nouvelles d'un ciel troublé qui ont été éditées aux éditions L'Écharpe d'Iris. Je précise. Et j'ai aussi le projet de la publication d'un roman, mais que j'ai commencé à écrire depuis un petit moment et qui est plus ou moins achevé. Mais là, par contre, j'ai beaucoup encore de relecture à faire. C'est du travail.
C'est du travail, il faut du temps, surtout quand on alterne en fait entre l'écriture et un autre domaine, puisque dans mon quotidien, je continue l'architecture et je continue les projets et l'enseignement. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a des phases où c'est possible et puis des phases où c'est moins facile. Donc voilà, je suis pas tout le temps dans l'écriture à 100%, mais j'essaye. Bah, c'est déjà très bien, écoute. Et pour ceux qui voudraient te trouver, alors où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux, sur Internet? Alors, bah du coup, je sais que je sais naturellement, oui, c'est évident ce que je dis. Je suis sur Facebook, donc Instagram, c'est vraiment le réseau principal. TikTok récemment, parce que quand je me suis fait pirater, je me suis mis sur TikTok, mais j'étais pas très à l'aise avec TikTok, c'est pas tout à fait le même public. Donc en fait, je suis bah, tout simplement Florence Albertani, en principe Instagram, on me trouve. Après, j'ai un pseudo aussi, puisque je me suis fait appeler Flo Esoterica. C'est avec la barre du 8. Mais Florence Albertani sur Insta, on me trouve en principe. J'ai changé pour faciliter aussi les échanges parce que c'était compliqué uniquement avec un seul pseudo. Oui. Et là, en principe, effectivement, comme je suis un petit peu plus proactive sur cette page-là, c'est plus facile évidemment d'interagir avec moi. D'accord. Bah, écoute, Florence, je te remercie pour cette interview. Ben, c'est moi qui te remercie pour ce temps accordé et ces questions très Voilà. intéressantes aussi qui m'ont permis de développer un petit peu autour Quand du il y sujet. aura des nouveautés, on n'hésitera pas hein, à s'en refaire Ah une bah bien pour sûr. voir où tu en es. Je te remercie beaucoup en tout cas. Et bah, écoutez, si vous avez des questions que vous avez envie d'approfondir, bah, n'hésitez pas à vous rendre du coup sur le compte Instagram de Florence. Je vous souhaite à tous. Eh ben, merci beaucoup à toi et à très bientôt, j'espère Hmm. aussi. À très bientôt. Au revoir à tous.